Voilà, je supprime ça. Alors, ah ouais, le problème c'est que j'arrive plus à avoir la barre de tâches. Alors, attendez, si je fais ça. Voilà, donc là je vous mets les deux exos à corriger. Il nous restait à corriger ces deux exos là. Alors je reviens au départ. Voilà, donc on avait fait aucun des deux. Hein. Dites-moi, cet exo il avait pas été corrigé avec vous. Hein. Enfin, je peux vous suivre sur le téléphone. J'ai l'appli Discord. Voilà. Voilà. Donc est-ce que c'est bon? Vous pouvez me dire si vous voyez bien l'exercice sur votre écran, et puis est-ce que vous m'entendez bien, hein? Dites-moi juste oui ou non sur le chat textuel. D'accord, c'est pas très fluide. Le son, oh, ça risque de revenir. Voilà, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors je vais regarder sur voilà. Non, là a priori il y a 3 barres, donc ça devrait être bon, hein, le son, et puis le streaming de l'écran, ça devrait passer normalement. Voilà. Alors donc je reviens à la correction des exos. Voilà. Donc l'exercice 1. Alors l'exercice 1, un circuit RL, donc un circuit linéaire. Les deux résistances sont les mêmes. Je vous ai donné E de t. E de t égale E max sin oméga t. Et je vous ai demandé de chercher U de t. Voilà, donc E de t, on le cherche sous la forme E max sin oméga t. Donc à E de t, j'associe voilà, E de t, donc c'est donné, c'est E max sin oméga t. J'associe un complexe, donc E complexe égale E max EJ oméga t. Voilà, donc je cherche U de t parce que le circuit linéaire sous la forme U max sin oméga t plus θ. Θ, bon, ça va être le déphasage qui est amené par la bobine entre l'entrée et la sortie. Le oméga c'est le même puisqu'on a un circuit linéaire. Donc ce que je dois trouver, moi, c'est U max. Voilà, je dois trouver U max et phi, d'accord, et pas oméga, hein, puisque le oméga est donné, donc c'est ça que je dois chercher, et puis le θ, d'accord. Voilà, le oméga c'est le même que celui de E de t. Donc j'associe un complexe à U de t pour pouvoir faire des calculs. Donc ce complexe c'est donc U complexe égale U max EJ oméga t plus θ. Voilà. Alors ensuite je cherche l'impédance équivalente à R et L en dérivation pour pouvoir ensuite faire un pont diviseur. Hein. Vous voyez que pour faire un pont diviseur il me faut R et une impédance en série avec le R. Alors le ZEC, vous voyez, c'est RN en série. Donc là, pour avoir le ZEC, je fais voilà, ZR fois ZL sur ZR plus ZL. ZR c'est R, ZL c'est JL oméga, et donc voilà, R fois JL oméga sur R plus JL oméga. Alors, on me demande on fait quoi en ce moment. Je corrige les deux exos supplémentaires que je vous ai mis sur Moodle vendredi dernier. D'accord. Donc il y a un exo, un circuit RL, et puis l'autre exo c'était refaire un petit peu l'exercice 6 du TD2 avec deux sources parfaitement identiques, et donc en appliquant le théorème de Millman. D'accord. Ah, on a déjà fait l'exercice 1. Ouais, est-ce que, voilà, moi je reprends l'exo 1, d'accord, non. Voilà, est-ce que je continue l'exercice 1? Certains disent qu'on l'a déjà fait. Alors je sais plus trop ce que j'ai fait avec les différents groupes. Donc il a déjà été traité l'exercice 1. On passe au 2 du coup. Dites-moi oui ou non. Avec
Oui, je passe au 2, d'accord. Donc le 1 a été traité, je passe à l'exercice 2. Voilà. L'exercice 2, c'était ça. Alors, l'exercice 2, vous voyez, c'est le même que l'exercice 6 du TD2. Sauf que ici, j'ai des sources E de T et E1 de T et puis E2 de T qui sont parfaitement identiques. Hein. Donc j'ai à gauche et à droite E de T égale E max cos oméga T. Voilà. À cette tension de T, j'associe un complexe. E complexe égale E max EJ oméga T. Voilà, donc là j'ai un circuit qui est en régime sinusoïdal pur, puisque les deux sinusoïdes des deux côtés, à gauche et à droite, ont la même pulsation. Donc à E de T, j'associe le complexe, donc E max J oméga T. Je cherche UAB sous la forme d'une sinusoïde de même pulsation, donc en cos oméga T plus θ. Donc je lui associe le complexe UAB égale Umax EJ oméga T plus θ, et ensuite j'ai deux possibilités ici. Alors bien sûr on évite le théorème de superposition, ici les plus nécessaires parce que les pulsations c'est les mêmes pour les deux sinusoïdes, donc c'est du régime sinusoïdal pur. Donc là les deux solutions les plus appropriées, ce serait d'une part des transformations de Thevenin-Norton. On pourrait considérer ici, vous voyez, vous avez de ce côté là vous avez un générateur de Thevenin, à droite aussi vous avez un deuxième générateur de Thevenin, ils sont en parallèle entre A et B. Donc on pourrait les passer en générateur de Norton, et on fait exactement le théorème de Thevenin qu'on faisait en continu, sauf qu'on travaille avec les impédances complexes. Donc on passe les deux générateurs en Norton. On additionne les courants de Norton, qui sont des courants complexes ici. Les impédances vont se trouver en parallèle, on fait une impédance équivalente, donc on va se retrouver avec un générateur de Norton unique. Ce générateur-là, ensuite, on refait une transformation Norton-Thevenin, et donc on le branche au bord du générateur du condensateur C. Donc, avec un point diviseur, on n'a plus qu'à calculer UAB. Alors, on peut faire comme ça, hein, donc c'est une technique. C'est pas la technique la plus courte. Hein, le plus court, c'est de faire avec Millman. Hein. Voilà, c'est ce que je vais traiter tout de suite. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez essayer de faire ça chez vous avec la transformation Thevenin-Norton. Et puis, si vous avez des questions, moi, je peux y répondre vendredi ou dans la semaine. Vous pouvez mettre des commentaires sur Discord. Alors, donc là, je vais le faire avec Thevenin, avec Millman plutôt, donc l'exo. Alors, avec Millman, je vais calculer UAB. Alors, vous vous souvenez qu'en continu, le UAB, donc la tension aux bornes de plusieurs générateurs de Thevenin qui étaient en dérivation, hein, elle s'écrivait. Alors, si vous voyez des générateurs en dérivation, c'est E1 en série avec R1. En parallèle avec E2 série avec R2, parallèle avec E3 série avec R3. Je cherche UAB, hein, donc UAB c'est la tension aux bornes de tous les générateurs, et ce UAB c'était E1 sur R1 plus E2 sur R2 plus E3 sur R3 plus etc. et divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc on va faire la même chose en régime sinusoïdal, mais avec des impédances complexes et puis les équivalents complexes des tensions. Donc ici on aura le UAB complexe égale somme des EI sur ZI complexe et divisé par la somme des 1 sur ZI, donc la somme des admittances. L'inverse de l'impédance, c'est l'admittance. Voilà. Alors ici j'ai trois branches en fait. Alors première branche, vous voyez, je vous entoure ça, vous l'avez ici. J'ai une deuxième branche au milieu. Voilà, et puis j'ai une troisième branche à droite. Alors, pour la branche qui est complètement à gauche, vous voyez, donc vous avez le petit E1 complexe qui vaut E complexe tout simplement, et vous avez le Z1 ici qui vaut R1. Pour la deuxième branche, vous voyez, celle en bleu, il n'y a pas de E2 en série avec C. Donc là, vous avez E2, ici, pour la deuxième branche. Alors, attendez, je vais vous agrandir un petit peu tout ça. Vous avez le E2 qui vaut 0. Voilà. Et pour la troisième branche, c'est l'envers. Vous avez E3
qui est égal à petit e. D'accord? Donc vous voyez que du coup le Z1 ce serait R1, le Z2 ce serait ZC, et puis le Z3 ce serait R2. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'ici, la branche du milieu, il n'y a pas de source de tension. On cherche UAB. Alors qu'est-ce qu'on va écrire du coup en appliquant le théorème de Millman? On écrit tout simplement que UAB au numérateur sur ZR1, donc ça c'est pour la première branche. Voilà, donc ça c'est ce qui est en rouge. Divisé par 1 sur ZR1, on met 1 sur ZR1 au dénominateur. La branche du milieu, la 2, vous voyez, 0 sur ZC, puisque E2 est égal à 0. Et puis là, j'oublie pas le 1 sur ZC au dénominateur. C'est pour ça que j'aime bien mettre, même s'il n'y a pas la source, j'aime bien mettre 0 sur ZC au numérateur, pour pas oublier de mettre ensuite l'admittance au dénominateur. Et ensuite, donc la branche de droite, voilà, c'est celle en vert. Vous avez donc le E2 sur ZR2 et en bas le 1 sur ZR2. Voilà, après, je remplace. ZR1 c'est R1, ZR2 c'est R2 et 1 sur ZC c'est JC oméga. D'accord, donc vous arrivez à UAB complexe égale E complexe sur R1 plus E complexe sur R2 et puis divisé par la somme des admittances. Voilà, je mets E en facteur au numérateur, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R2, je réduis un dénominateur, ça me fait R1 plus R2 sur R1 R2. Et ensuite, donc le 1 sur R2 ici, mais pareil, il est réduit au même dénominateur. Je fais la même chose ensuite avec le R1 plus R2 sur R1 R2 plus JC oméga. Je réduis tout ça au même dénominateur. Hein, ça me donne ce que vous avez en bas. Et là, je peux simplifier. Vous voyez que je peux simplifier par R1 R2 au numérateur et puis R1 R2 au dénominateur. Et j'obtiens l'expression suivante. Vous voyez, UAB complexe égale E complexe, facteur de R1 plus R2 et divisé par R1 plus R2 plus JC oméga R1 R2. Voilà. Alors comment je passe de la ligne de cette ligne là à la ligne dessous en simplifiant par l'exponentielle J oméga T. Vous voyez, on passe de là à là simplement en enlevant l'exponentielle J oméga T. UAB c'est exponentielle J oméga T, U max, E J θ. Donc je simplifie par l'exponentielle J oméga T. J'arrive à l'expression du bas. Voilà. Donc ça n'a rien à faire ici par contre. Ça je vais le gommer. Ici, voilà. Donc j'arrive à l'expression du bas et puis je dois déterminer U max. Ici, U max c'est le module. Voilà, et je dois déterminer θ, θ c'est l'argument. D'accord, donc Umax, je fais un calcul de module. Le module du complexe de droite, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Le numérateur, c'est un réel positif, donc c'est son module, c'est le réel lui-même. Et au dénominateur, j'ai un nombre complexe sous la forme A plus IB, sous forme algébrique, donc racine de A au carré plus B au carré. Le θ, θ c'est l'argument du complexe de gauche, donc c'est aussi l'argument du complexe de droite. Et l'argument du complexe de droite, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Et je vous rappelle que argument de Z1 sur Z2 en maths, c'est argument de Z1 moins l'argument de Z2. D'accord ? Z1 c'est le numérateur, l'argument de Z1 c'est 0 et il vous reste donc l'argument du dénominateur, moins ici arg de Z2. Z2 c'est le dénominateur. D'accord ? Et l'argument du dénominateur, le dénominateur il est sous forme algébrique, donc c'est l'arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Pourquoi ? Parce que la partie réelle ici elle est positive. Voilà. Et ça termine, comme ça, on termine l'exercice 2. Vous voyez que c'était très simple de traiter avec le théorème de Millman. Voilà. Alors, Victor me demande si je peux revenir en arrière. Vous aimeriez que je revienne à quel niveau ? Voilà, vous pouvez me prendre la parole, hein, si vous voulez, vous allumez votre micro, et puis... voilà, en fait, c'est bon ? D'accord.
est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que les calculs d'arguments, généralement, c'est pas trop votre fort, hein, donc dites-moi s'il y a des choses que vous avez un petit peu oubliées. Ouais, voilà, je vous laisse écrire. Ah, je vois qu'il y a une Clémence. C'est Clémence, vous êtes la Clémence bavarde, parce que comme je vois votre tête, je ne sais pas qui vous êtes. Ouais, vous avez tout sur Moodle, hein. Effectivement la correction je vous ai mis sur Moodle. Je vous mettrai tous les documents sur Moodle. D'accord? Sur Moodle je vous ai mis le cours complètement rempli, c'est-à-dire que vous avez les chapitres 3, 4 et 5 qui sont intégralement remplis. Donc voilà, vous avez tout jusqu'à la fin du semestre. D'accord? Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces exos-là? N'hésitez pas. Hein. Si vous n'avez pas de questions, ben vous me dites que c'est bon, et puis je passe à la suite, je passe au cours. C'est bon? On passe au cours alors. Voilà, au niveau du streaming, là, je vais regarder juste, je vais jeter un petit coup d'œil pour voir si ça... Ouais, a priori, il n'y a pas de problème au niveau du streaming, je pense que la voix passe bien. Et le stream de l'écran aussi, voilà, donc ça bug un peu pour certains. Pour l'instant c'est bon, hein. Moi je vois 3 barrettes, donc moi ça va, voilà. Voilà, alors je passe au cours. Voilà, donc tout ça vous l'avez sur Moodle. J'ai rempli les petites cases qui étaient à remplir. Voilà, alors le chapitre 3, donc c'est un chapitre sur les quadripoles et puis leur représentation graphique, donc le diagramme de Bode. Alors c'est un cours important. Alors d'une part parce qu'on définit ce que c'est qu'une fonction de transfert, et puis d'autre part on va introduire un petit peu les diagrammes de Bode, on va voir comment on les exploite, comment on les trace et puis comment on les exploite. Alors le diagramme de Bode il est extrêmement important par rapport aux études que vous allez faire, parce que le diagramme de Bode vous allez retrouver ça en électronique, hein, ça permet de comprendre la réponse en fréquence d'un composant électronique. Donc quand les constructeurs de circuits électroniques ils ont des composants dont la fonction varie un petit peu avec la fréquence, ils vous donnent le diagramme de Bode du composant, de leur composant. Et ensuite, vous allez beaucoup utiliser les diagrammes de Bode quand vous allez faire de l'automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automatique? C'est la commande des systèmes industriels. Hein. Vous voyez, on met une commande en entrée et puis le système il doit exécuter la commande. Alors vous allez voir que les systèmes souvent ils ont des problèmes de stabilité, des problèmes de précision, ils n'arrivent pas forcément à la consigne, et des problèmes de rapidité, hein, parce qu'on veut que la consigne elle soit exécutée le plus rapidement possible. Excusez-moi. Alors vous verrez que ces systèmes, on est amené donc à chercher leur degré de stabilité, et le degré de stabilité il se trouve très facilement avec le diagramme de Bode de la boucle ouverte, la fonction de transfert en boucle ouverte de votre système asservi. Et ensuite vous verrez également que si le degré de stabilité, la précision et la rapidité du système ne vous convient pas, on peut toujours synthétiser des correcteurs. Et ces correcteurs, on les synthétise grâce au diagramme de Bode. Donc vous voyez, le diagramme de Bode il vous permet de voir le degré de stabilité, il vous permet également de synthétiser des correcteurs pour améliorer l'asservissement. Donc voilà, c'est très important de savoir le tracer et ensuite de savoir l'exploiter. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans ce cours-là. Alors, première chose, on va définir la fonction de transfert d'un quadripôle, on va définir ce qu'est un quadripôle. Alors un quadripôle, c'est un circuit sur lequel on peut amener une entrée sur 2 de ces bornes, et on va récupérer une sortie sur les 2 autres bornes.
Vous voyez, un circuit électronique, il a généralement pour fonction de modifier le signal qu'on a en entrée, donc le signal qu'on a ici, et puis la modification, il va la reporter sur l'entrée, sur la sortie. Donc la sortie, ça va être l'entrée modifiée par le quadripôle. Pour nous, les quadripôles, ce semestre-ci, il nous reste plus trop de cours, ça va souvent être des filtres. C'est-à-dire que en sortie, on retrouvera le signal d'entrée qui va être filtré, donc sur lequel on aura supprimé un certain nombre de fréquences et on en aura récupéré certainement d'autres. Voilà, alors ce quadripôle, on va le caractériser par sa fonction de transfert, c'est ce qu'on fait habituellement. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction de transfert ou transmittance, hein, on emploie les deux mots, fonction de transfert ou transmittance. Donc, c'est un nombre complexe qu'on note T avec une barre dessous, ou H avec également une barre dessous. Et c'est le rapport, simplement, de la tension sous forme complexe, Vs, divisé par la tension d'entrée sous forme complexe. Voilà, donc le T, c'est H également, hein, ça peut se noter H, hein, c'est Vs complexe sur VE complexe. Alors, pourquoi de J oméga? Parce que la variable, vous allez voir, c'est J oméga. Hein. Vous vous souvenez que on est sur des circuits linéaires, donc on va rester sur des quadripoles qui vont être linéaires, donc des quadripoles a priori qui vont être constitués de résistances de bobines et de condensateurs. Vous voyez, on se souvient que pour la bobine, on avait une dérivation pour trouver l'impédance, on avait du J oméga, et puis pour le condensateur, on avait entre U et I, on a une intégration, donc on trouvait du 1 sur J oméga. Voilà, donc la variable de travail, ça va vraiment être J oméga. Alors, du coup, comme le quadripôle est linéaire, vous voyez, après simplification, on va se retrouver avec un polynôme en J oméga au numérateur et un polynôme également en J oméga au dénominateur. Pourquoi? Parce qu'on a affaire juste, on est sur des quadripoles linéaires, donc on a juste des intégrations et des dérivations. Une intégration, c'est une division par J oméga. Une dérivation, c'est une multiplication par J oméga. Vous voyez, si on dérive 2 fois, on multiplie par J oméga au carré. Si vous avez une dérivée d'ordre 3, vous multipliez par J oméga au cube. Voilà, alors pour des questions physiques, on a le degré du dénominateur qui va être supérieur ou égal au degré du numérateur. Le degré du dénominateur, on appelle ça l'ordre du système. Voilà, alors vous voyez que on est obligé physiquement d'avoir ça, puisque si oméga tend vers l'infini, on doit avoir un module qui tend pas vers l'infini. Donc forcément, le degré du numérateur doit être inférieur au degré du dénominateur. Vous allez voir que dès la deuxième année, plutôt que d'utiliser la variable J oméga, dans la fonction de transfert, vous allez plutôt utiliser la variable P. La variable P, c'est la variable de la transformation de la place, donc c'est une transformation que vous allez apprendre à partir de la deuxième année pour faire de l'automatique. Hein, voilà, de l'automatique, j'en parlais tout à l'heure. Donc vous avez un outil qui est plus puissant que la notation complexe, qui est la transformation de la place. Bon, on s'en sert pas tout à fait dans les mêmes domaines. Hein. Vous verrez que vous servirez toujours dans la notation complexe, et quand vous allez faire de l'automatique, plus de la transformation de la place pour d'autres raisons. Dans ce cas-là, vous voyez, si on utilise la transformation de la place, on a P qui est une variable complexe, en fait, que dans la fonction de transfert, pour avoir la fonction de transfert avec la variable P, en fait, on peut remplacer simplement le J oméga par P. Donc avec la transformée de la place, votre variable, ça va devenir P plutôt que J oméga, et du coup vous allez avoir une fonction de transfert. Vous voyez, il suffit de remplacer ensuite le J oméga par P. Vous allez avoir une fonction de transfert qui va s'écrire, alors ça je crois que je ne l'ai pas écrit sur votre poly, voilà, qui va s'écrire donc N0 plus N1 fois P plus N2 fois P2 plus petit point ici Nm fois Pm et divisé par D0 plus D1P plus 3 petits points Dn Pn. Hein, là c'est un M là-haut. Voilà, attendez ici.
ici, hop, c'est un petit m. D'accord? Voilà, donc alors pourquoi j'introduis ça en première année, puisqu'en première année on ne va pas se servir de la transformation en place, c'est vraiment parce que vous avez quelques exos sur les TAC où le prof il avait mis la fonction de transfert en fonction de P. Et je pense même sur un des TD, voilà, j'ai mis sur un de nos TD, on a une fonction de transfert de la variable P. Hein, voilà, donc il suffira de remplacer par J-oméga. Voilà. Est-ce que ça va au niveau du streaming? Vous m'entendez bien toujours? Ça bug pas? Ah oui, attendez, alors je vois qu'il y a des questions. C'est quoi le n dans la formule? Oui, non, mais je vois, mais j'étais concentré sur mon cours. Hein, c'est pour ça, donc je vois comme j'ai les messages sur le téléphone portable, je les vois. Hein, j'ai l'écran, donc vous en faites pas. Alors, le n, en fait, c'est des coefficients du numérateur, hein, n comme numérateur et d comme dénominateur. Vous voyez, en fait, quand vous avez un quadripôle qui est linéaire, il va être décrit par une équation différentielle linéaire. D'accord? Et vous avez, voilà, dans l'équation différentielle linéaire, vous allez avoir des dérivations et vous allez avoir des intégrations. Donc vous allez dériver la sortie ou l'intégrer, et puis dériver à l'ordre 1, l'ordre 2, également l'entrée ou l'intégrer. Donc du coup, vous allez avoir des coefs. Voilà, qui sont des coefficients qui vont dépendre des composants que vous avez dans le circuit, dans la fonction de transfert. Voilà, et qui vont être multipliés par un j-oméga puisqu'il y a des dérivés, ou j-oméga 2, ça voudra dire qu'il y a une dérivée d'ordre 2, etc. Donc le n, c'est simplement pour dire que c'est les coefficients qu'on va trouver au numérateur de la fonction de transfert, et le d, les coefs qu'on va trouver au dénominateur de la fonction de transfert. D'accord? Donc ces coefficients, ils vont dépendre généralement de R, de L et de C. Voilà. D'accord, ouais, donc posez des questions, il n'y a pas de difficulté, j'y réponds. Voilà. Alors, donc on applique la définition de la fonction de transfert. Donc le VS, on est en régime sinusoïdal. Donc le VS complexe se met sous la forme VS j oméga t plus θ2. Le VE complexe sous la forme VE exponentielle j oméga t plus θ1, hein, puisque le quadripôle il est linéaire. Donc il y a simplement un déphasage qui est introduit entre l'entrée et la sortie. Bien sûr, les amplitudes VS et VE de l'entrée sont pas égales la plupart du temps. Donc, vous voyez que si je fais le rapport de VS et VE, hein, vous voyez, je vais voilà, faire le rapport. Vous voyez, si j'ai le rapport de ça, et vous voyez, quand je fais le rapport, l'exponentielle j oméga t, elle disparaît, et on obtient, vous voyez, t ou h, hein, la fonction de transfert, on peut la noter t ou h, VS complexe sur VE complexe, ça fait VS sur VE, exponentielle j θ moins θ1. Alors vous voyez qu'on peut faire VS sur VE, les valeurs efficaces, ça, voilà, ça peut être les valeurs efficaces, ça peut aussi être hein, le VS crête sur VE crête et exponentielle j θ2 moins θ1. Voilà, on peut faire, c'est soit le rapport hein, des tensions crêtes. Là, hop, je vais vous l'écrire un peu mieux. Voilà, soit le rapport des valeurs efficaces. Hein, puisque VS, je vous rappelle que VS crête, c'est racine de 2 fois VE. Et que VE crête, c'est racine de 2 fois VS. D'accord? Si je fais le rapport, donc vous voyez que le module, hein, c'est soit le rapport des valeurs efficaces, c'est soit le rapport des valeurs crêtes. Et l'argument de T, c'est θ2 moins θ1, donc c'est le décalage angulaire entre VS et VE, ou c'est le déphasage. D'accord? Voilà, donc on peut conclure. Alors, faites attention ici, hein, j'aurais dû mettre que ça c'est T, hein, voilà, c'est la fonction de transfert T, ici. Voilà, je l'avais appelé T plutôt, hein, donc voilà, pour pas trop vous mélanger, ça c'est le module de T, c'est aussi le module de H, si on l'appelle H, voilà. C'est H de oméga. Alors le module, vous voyez qu'on le note, alors quand c'est la fonction de transfert, on fait H complexe de la variable j oméga, et quand on passe au module, forcément le J a disparu, donc ça devient en H. Pour aller plus vite, au lieu de mettre les barres verticales, on enlève la barre horizontale, et ça devient en H de oméga. Donc vous voyez que le module de H, c'est VS sur VE, c'est aussi VS crête sur VE crête. Voilà. Et l'argument de H ou de T, hein,
Tout à l'heure, je l'appelais là où je l'appelais T. C'est θ2 moins θ1, c'est θ. Hein, donc θ, c'est le décalage angulaire hein, entre VS et VE. Le décalage angulaire, c'est le déphasage aussi. Hein. Un déphasage de VS par rapport à VE. Voilà. Alors vous me dites, on enlève la racine de 2. Oui, parce qu'on fait le rapport. Vous voyez, si je fais le rapport, j'ai VS crête qui vaut racine de 2 fois VS efficace, VE crête qui vaut racine de 2 fois VE efficace. Donc si je fais le rapport, ça me fait aussi VS efficace sur VE efficace. Comme le racine de 2 il est au numérateur et au dénominateur, donc c'est pareil de faire VS efficace sur VE efficace ou de faire VS crête sur VE crête. D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je peux attendre un petit peu. Je vais voir si mon signal est toujours de bonne qualité. Ouais, ça a l'air, 3 petites barres, donc a priori c'est bon. Voilà, pas de questions, je continue. Alors, un exemple de fonction de transfert. Vous voyez, donc le petit circuit RC, avec la tension d'entrée VE, la tension de sortie VS sur le condensateur, c'est un quadripôle, et donc il va être décrit par une fonction de transfert. D'accord ? Le VE, tension d'entrée sur R et C à la fois, et puis le VS sur le condensateur. Alors, pour avoir la fonction de transfert, je dois trouver le rapport VS sur VE complexe. Ben pour ça, j'exprime VS en fonction de VE. Pour exprimer VS en fonction de VE, je fais un pont diviseur. On l'a déjà fait. Hein, VS, c'est ZC sur ZC plus ZR multiplié par VE. Voilà. Le ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc ça me fait VS. Hein, c'est le VS qui vaut. Vous voyez ici, vous avez VS qui vaut 1 sur JC oméga divisé par 1 sur JC oméga plus R et multiplié par VE complexe. Voilà. Et pour avoir la fonction de transfert, hop, le VE que j'ai là, je le fais passer dessous. Voilà. Et j'ai la fonction de transfert. Hein. VS sur VE, c'est 1 sur 1 plus JRC oméga. Vous l'avez ici. D'accord, donc a priori, c'est pas très compliqué. Voilà, c'est simplement exprimer VS fonction de VE. En fonction, bien sûr, des éléments du montage, des composants du montage. Voilà, donc vous voyez que si je connais VE, comme VS c'est VE multiplié par H, si je connais VE et H, je pourrais en déduire le VS, hein, l'amplitude et puis le module de VS. Voilà. Donc là, jusque-là, rien de très compliqué. Alors, là où ça se corse un petit peu, c'est la façon dont finalement on va décrire cette fonction de transfert. Alors, cette fonction de transfert, on la décrit le plus souvent par une représentation graphique. On en fait une représentation graphique et on essaie de représenter cette fonction de transfert sur un nombre de fréquences très élevé, vous voyez, sur un grand nombre de fréquences. Voilà. Donc on va en faire une représentation graphique, donc on va représenter le module de H en fonction des fréquences, et on va représenter également l'argument de H en fonction de la fréquence. Voilà. Et le diagramme de Bode, c'est ça, c'est la représentation graphique de l'évolution de la fonction de transfert, du module de la fonction de transfert en fonction de F ou d'oméga. C'est également la représentation graphique de l'argument de la fonction de transfert. Vous voyez, pour la décrire complètement, il faut aussi l'argument de la fonction de transfert, hein, puisque c'est un complexe, en fonction de F ou de oméga. Voilà, donc un diagramme de Bode, ça va être, donc vous allez mettre en haut la représentation du module de H en fonction de oméga ou de F, et puis en dessous vous mettrez l'évolution de la phase ou de l'argument de la fonction de transfert en fonction de oméga, et vous allez prendre la même échelle pour les abscisses, pour le oméga, hein, de manière à avoir des points l'un sous l'autre qui se correspondent. Voilà, alors
pour corser un peu, si vous voulez, bon, ça a vraiment un intérêt. On ne trace pas directement le module de H. On va tracer le gain. Et alors je vais définir ce que c'est que le gain. Et le gain, on ne le trace pas en fonction de oméga, mais en fonction de log de oméga. Voilà, donc on va tracer ces deux courbes. La courbe de gain de la fonction de transfert en fonction de log de oméga, et puis la courbe de phase de la fonction de transfert également en fonction non pas de oméga mais de log de oméga. On va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que le gain? Alors, le gain, c'est 20 log décimal du module de H. On peut noter ça aussi. Vous voyez ici, on note ça aussi. 20 log de H oméga, puisque le H de oméga, sans la barre dessous, ça représente le module de la fonction de transfert. Voilà. Alors, le logarithme ici, c'est très important. Le logarithme, hein, c'est le logarithme base 10. Hein. Log, ici, partout, dans tout ce que je vais faire, c'est le log base 10, le log décimal. Voilà. Donc faites attention, c'est jamais ici, c'est pas des logs népériens, hein, sinon on se plante. Hein. On a voilà, le log népérien. Voilà, par rapport au log décimal, hein, vous savez, voilà, un log népérien de 10 qui va apparaître quelque part. Hein. D'accord, donc ça c'est du log, faites attention, ici c'est du log base 10, donc du log décimal. Pareil pour le log de oméga ou le log de f, on est sur un log base 10. Normalement, si on le met en minuscule, hein, si le log on l'écrit en minuscule, c'est du log base 10. Hein. Le log népérien, c'est L majuscule OG, ou c'est aussi L majuscule petit n. Voilà. Alors, ça représente quoi concrètement le gain? Alors, c'est Dush qui me pose cette question-là. Ben, pour l'instant, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est vraiment un outil d'électronicien. On verra que comme on passe au log, au lieu de travailler directement avec le module de la fonction de transfert, vous voyez, quand il y a du gain, ça voudra dire qu'il y a de l'amplification. C'est-à-dire que la sortie, l'amplitude de la tension de sortie sera plus forte que l'amplitude de la tension d'entrée. Vous voyez, parce que vous allez avoir log de quelque chose qui va être supérieur à 1, ça va être positif. S'il n'y a pas du tout, s'il ne se passe rien, c'est-à-dire si on a la même amplitude de sortie que l'amplitude d'entrée, vous voyez, on va faire log de Vs sur VE, on va trouver un gain de 0. 0 dB, ça veut dire que il n'y a pas de gain, le Vs passe tel quel en sortie. Et par contre, lorsqu'il y aura de l'atténuation, c'est-à-dire lorsque le Vs va être plus petit que VE, là le log va être négatif et donc le gain va devenir négatif. Donc lorsqu'il y aura atténuation, c'est-à-dire que on aura un signal plus petit en sortie par rapport au signal en entrée, on aura un gain négatif et on parle dans ce cas-là d'atténuation. Alors vous allez voir que c'est assez pratique avec le fait qu'il y ait le 20 log. Rapidement on aura en tête que s'il y a une multiplication de l'amplitude en sortie, enfin de l'amplitude d'entrée par 10, en sortie on aura un 20 log de 10, donc on aura une amplification de 20 dB. Vous voyez, une multiplication par 100 de l'entrée, ce sera un gain de plus 40 dB, etc. Et du coup, on va, vous voyez, ça va, les atténuations et les amplifications, ça va être voilà, des sommes. On va faire des sommes de dB. Voilà. Bon, petit à petit, vous en verrez l'utilité. Vous allez voir que dès qu'on fait un petit peu d'électronique, ensuite, on a vite ça en tête. C'est assez pratique. Voilà. Donc, on peut pas tellement dire plus aujourd'hui, si vous voulez. Je vois qu'il y a une autre question, hein, voilà, pour poser là, hein, je vois qu'il y a quelqu'un qui était en train d'écrire. Bon. Non. Bon, alors je continue. Voilà, donc le gain, on dit qu'il s'exprime, alors il n'y a pas d'unité, mais on dit que ça s'exprime en décibels, hein, donc un gain en décibels, des décibels en abrégé c'est petit d grand b. Et puis la phase, θ ou phi, c'est des radians ou des degrés. Alors les électroniciens ils préfèrent les radians, les automaticiens ils préfèrent les degrés.
Alors, quel est l'intérêt de porter en abscisse le log de oméga ou le log de f plutôt que directement oméga ou f? Alors, je vous rappelle que la fonction logarithme, hein, je vous la trace ici. Je vais mettre là, je vais prendre un peu plus de place peut-être. Hop, voilà. On va mettre la fonction log ici. Alors, log, hein, que ce soit un log népérien ou un log décimal, vous voyez l'allure c'est ça. Voilà. Alors là je vais un peu rater ma courbe. Alors, je vais la retracer. Voilà, la fonction log est à cette allure-là. Alors, elle croît, donc ça c'est le 0, elle croît beaucoup au départ. Ici, c'est le 1, pour le log décimal, c'est le 1. Alors, elle croît très fortement pour les faibles valeurs de x, et puis elle croît beaucoup plus lentement pour des valeurs plus grandes de x. Donc, elle va avoir un effet de compression un petit peu. Regardez, si je prends ici deux valeurs x1 et x2. Vous voyez qu'on a des logs qui sont relativement éloignés l'un de l'autre. Si je prends des grandes valeurs maintenant, là, si je prends ici là, je prends x3 et x4. Vous voyez que le log de x3, je vais l'avoir par ici, et le log de x4, bon, c'est pas très bien tracé, mais je vais l'avoir pas très loin. Donc vous voyez que là les valeurs elles sont assez proches, alors que ici les valeurs des logs sont assez éloignées. C'est-à-dire que pour des lorsque j'ai des grandes valeurs, finalement j'ai des logs qui sont beaucoup plus près que les valeurs initiales. Vous voyez, le x3 et le x4 vont être assez éloignés. Les logs de x3 et x4 vont être assez proches l'un de l'autre. Hein, vous voyez, je les ai. Alors je vais essayer de vous retracer ça un petit peu mieux pour que vous y voyez mieux. Vous voyez, donc là, hop, ici. Voilà, vous avez les valeurs qui sont assez proches ici, alors que là, pour des valeurs qui étaient assez près l'une de l'autre, pour des petites valeurs, vous voyez, on a les logs qui sont assez éloignés. C'est-à-dire que si je regarde ce que j'ai entre, si je prends 1 et 2, si je fais log de 1 et log de 2, vous voyez, j'ai des valeurs qui sont relativement un peu plus espacées que la différence que j'ai entre 1 et 2. Et par contre, si je prends 1000 et 2000, hein, x3 égale 1000, x4 égale 2000, l'espacement que je vais avoir entre log de 2000 et puis log de 1000, c'est le même que l'espacement que j'avais entre le log de 1 et log de 2. Vous voyez, la fonction log, elle va comprimer les grandes valeurs, hein, puisque log de 2000 moins log de 1000, c'est log de 2000 divisé par log de 1000, ça fait log de 2. Hein. Vous voyez, l'espacement entre log de 2000 et log de 1000, c'est le même que l'espacement entre log de 2 et log de 1. Alors que entre 1 et 2, j'ai un tout petit espacement, et entre 1000 et 2000, j'ai un espacement qui est beaucoup plus grand. Donc vous voyez, l'intérêt de la fonction log, c'est qu'elle va comprimer les grandes valeurs de x. Donc elle va nous comprimer les grandes valeurs de la fréquence, et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc on va pouvoir, avec une échelle qui est logarithmique, hein, si j'ai un abscisse, si je porte le log, je vais pouvoir tasser beaucoup plus de valeurs que si je suis en échelle linéaire. C'est ça tout l'intérêt de la fonction log et de l'échelle semi-logarithmique. Alors, regardez un petit exemple ici. Regardez ici. Alors, les valeurs que je veux porter sur mon échelle, vous voyez, c'est une fréquence de 10-1 Hz, une fréquence ici de 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, et je voudrais aller jusqu'à 10,4. Si je prends le log, vous voyez, je prends le log, donc je porte le log de 10-1, hein, en bas, ça fait -1. Je porte le log de 10 à la puissance 0, ça fait 0, hein, de 1, c'est 0. Le log de 10 décimal, hein, on est toujours en log décimal. Le log de 10, c'est 1. Le log de 10,2, c'est 2. 200, c'est 2. Le log
de 1000, c'est 3, le log de 10 000, c'est 4. D'accord? Donc vous voyez qu'en espaçant le log au départ, moins 1 et 0, là, d'environ 1 ou 2 cm, ben, entre les logs qui valent 0 et 1, ben, je vais avoir le même espacement, puisque j'ai un delta de 1. Ici, entre 1 et 2, j'ai le même espacement. Vous voyez, donc je vais, au lieu de porter f, je porte le log de f, ben, je vais pouvoir ici placer le log de 10 moins 1, 10 à la puissance 0, le log de 10 1 avec le même espacement, le log de 10 2 également avec le même espacement, log de 10 3, log de 10 4, etc. Donc vous voyez que ces graduations-là, ben, elles vont représenter 10 moins 1, 10, 10 1, 100, 1000 et 10 4. Hein, et par contre, ben, pour graduer l'axe, je l'ai fait avec le log de la fréquence. Regardez, si au lieu de choisir de graduer l'axe avec le log de la fréquence, on avait choisi de graduer directement avec la fréquence. Et en partant, donc c'est ce qu'on fait avec l'échelle linéaire, on part avec les mêmes fréquences de départ. Donc je pars avec 10 moins 1, 0,1 Hz et 1 Hz. Alors regardez, si je fais ça sur échelle linéaire, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, ici au départ, j'ai bien 10 moins 1. Ici, j'ai 10 puissance 0, donc j'ai 1, puisqu'on part avec le même écartement au départ. Hein, ici et ici, un écartement identique. Voilà, au départ. Alors, je suis sur échelle linéaire, j'ai 10 moins 1 et 1, donc j'ai 0,9 Hz qui sépare le 10 moins 1 de 1 Hz. Donc ici, vous voyez, si je mets le même espacement sur une échelle linéaire, ben, je vais avoir 1 plus 0,9, donc je vais avoir 1,9. Ici, je vais avoir 1,9 plus 0,9, donc 2,8. Ici, je vais avoir 2,8 plus 0,9, 3,7. Et ici, je vais avoir 3,7 plus 0,9, je vais avoir 4,6 Hz. Donc vous voyez que c'est sans commune mesure. Hein, si j'ai au départ une échelle linéaire et je vais pouvoir aller de 0,1 jusqu'à 4,6. Hein, et si je porte le logarithme de la fréquence donc sur une échelle qui est logarithmique avec le même écart au départ entre le log de 10 moins 1 et puis le log de 10 puissance 0, je peux porter des valeurs sur le même axe juste de fréquence jusqu'à 10 000 Hz. Vous voyez l'intérêt un petit peu de l'échelle logarithmique, c'est qu'elle va pouvoir permettre de représenter sur un même axe beaucoup plus de valeurs de fréquence que si on était sur une échelle linéaire. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est représenter la fréquence 0. Pourquoi on ne peut pas représenter la fréquence 0? Parce que log de 0, la limite de log de x lorsque x est envers 0, c'est moins l'infini. Donc cette fréquence-là, elle serait rejetée à moins l'infini. Voilà, alors juste une petite définition, ensuite je vous montrerai comment fonctionne le papier logarithmique. La petite définition, c'est la définition de l'octave et de la décade en fréquence. Alors, une octave de fréquence, c'est le delta de fréquence qui sépare une fréquence du double de cette fréquence. Vous voyez, quand on passe de F1 à 2 fois F1, on a une octave de fréquence. Une octave de fréquence, donc c'est le doublement de la fréquence, et la décade, c'est le décuplement de la fréquence, c'est-à-dire que deux points qui sont repérés par des fréquences F1 et F2 vont être séparés d'une décade si F2 est égal à 10 fois F1. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne le diagramme de Bode. Vous voyez, en fait, on ne va pas tracer directement sur du papier millimétré, on va tracer sur un papier où vous avez déjà le logarithme qui est porté. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, sur le site, je vous ai mis du papier logarithmique 3 décades, 4 décades et 5 décades. 3 décades, ça veut dire que vous passez de 1 à 10, de 10 à 100, puis de 100 à 1000. C'est-à-dire que vous allez de 1 à 1000. 4 décades, vous allez pouvoir aller de 1 à 10 000 et 5 décades de 1 à 100 000. Voilà, vous avez les trois types de papier logarithmique, semi-logarithmique.
sur Moodle. Hein. Donc allez toujours vérifier Moodle. Je mets pas mal de documents. Tout ce que je vais faire, je le mettrai sur Moodle. Donc je vais prendre une feuille de papier logarithmique 3 blocs et vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Vous n'allez pas avoir à calculer le log de la fréquence. Vous allez directement porter la valeur de fréquence sur l'axe qui est déjà gradué pour vous. Hein. L'axe, il sera, vous voyez, il est tracé avec le logarithme de la fréquence. Donc vous, sur le log de la fréquence, vous allez directement mettre la valeur de la fréquence. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je crois que j'ai mis ça ici. Là, on doit l'avoir ici. Voilà. Voilà, donc là, vous avez un papier 3 blocs, vous voyez. Alors, là, j'ai en fait, ici, j'ai, vous voyez, si je regarde un petit peu mon axe des abscisses, donc j'ai un premier bloc. Et là, en fait, je vais passer d'une fréquence, de la fréquence 1 à 10. Il est gradué avec le logarithme, d'abord le logarithme de 1, le logarithme de 2, de 3, etc., jusqu'au logarithme de 10. Voilà. Alors, ensuite, là, on recommence. Vous voyez, vous avez le même bloc. Donc là, c'est iré de une fréquence qui vaut 10 jusqu'à une fréquence qui vaut 100. Et là, pareil, on se retrouve avec un troisième bloc. Là, donc, on irait de la fréquence 100 à la fréquence 1000. Voilà, alors regardez, je vais dilater un petit peu en bas, vous allez mieux comprendre. Voilà, vous voyez que ce trait est un petit peu, ces traits-là sont un petit peu plus gras. Donc, vous voyez ici, ça représente, ça va représenter le 1, le logarithme de 1, donc 0 ici. Voilà, donc là, j'ai le. Alors, plutôt que de vous mettre ce qui permet de graduer, c'est le log. Moi, je vais mettre directement la valeur de ce que vous avez à l'intérieur du log. Et donc, la valeur qui nous intéresse de la fréquence. Donc là, ici, vous avez 1. Voilà, donc vous avez 1. Si vous avez 1, ici, vous avez 2, le log de 2. Ici, vous allez avoir 3. On a gradué avec 3. Ici, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, si on commence à graduer comme ça, ici, on va refaire, sur l'autre des cas, on va faire la même chose. Je vous rappelle que entre log de 2 et log de 1, vous avez le même espace qu'entre log de 20 et log de 10, puisque log de 2 moins log de 1, c'est log de 2 sur 1, ça fait log de 2, log de 20 moins log de 10, hein, c'est log de 20 divisé par 10, ça vous fait aussi log de 2. Log de 200 moins log de 100, c'est pareil, ça fait log de 200 divisé par 100, ça fait log de 2. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, si j'ai 10, ici j'ai 20, ici j'ai 30, hein, donc on a porté ici le logarithme de 10, le logarithme de 20, logarithme de 30 en respectant l'écart que j'ai entre le log de 20 et le log de 10 pour tracer le log de 30. Donc là, je vais avoir 40, 50, etc. Alors je regarde si vous avez des questions, si vous posez des questions en même temps. Non, il n'y a pas de questions, donc je vous dis que vous devez suivre. Voilà, ici, bien sûr, je vais arriver à la fin, ça représentera la fréquence 100 Hz ici. Voilà, donc là, 200. 300, et puis à la fin du bloc, 1000, bien sûr. Ouais, voilà. 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 Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez compris ce que j'ai fait? Et alors, Dutch me dit qu'il n'a pas compris les graduations. Vous voyez, les graduations, en fait, c'est le logarithme du nombre que j'ai écrit en bas. Vous voyez, donc la première graduation ici. Hein, vous voyez que si on dilate un peu, on voit qu'il y a des traits clairs ici. Là, vous avez des traits clairs, et ici, vous avez des traits qui sont en gras, en foncé. En fait, on a commencé, on a porté le log de 1 qui vaut 0, puis le log de 2.
voyez, le log de 2, c'est un 4 et des poussières, je pense, hein, log de 2, un 40 et des poussières. Voilà, là on a apporté le log de 3, le log de 4, vous voyez, on a gradué avec le logarithme. Alors après vous avez une sous-graduation pour vous repérer un petit peu à l'intérieur, mais on a gradué ici avec le log. Donc log de 1, log de 2, log de 3, jusqu'à log de 10. Et vous voyez que les logarithmes, on a vu que la fonction log, elle était croissante, mais elle était croissante de moins en moins, elle était de moins en moins croissante. Elle décélérait si vous voulez. C'est-à-dire que sa dérivée seconde est négative. La dérivée simple est positive puisqu'elle est croissante, mais comme elle croît de moins en moins vite, sa dérivée seconde est négative. Parce que la dérivée du logarithme c'est 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, c'est déjà placé pour vous, le logarithme de 4, de 5, jusqu'au logarithme de 10, puis le logarithme de 20, le logarithme de 30, etc. Donc les graduations, c'est le log. Ça permet de comprimer les valeurs. Vous voyez que si j'avais commencé, on voit bien, si j'avais eu du papier millimétré, si entre ça et ça j'ai 10, là j'aurais eu 19, et ici j'aurais eu 28. Donc on ne place pas beaucoup de valeurs. Avec une échelle logarithmique, on place beaucoup plus de valeurs. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Non, on ne doit pas connaître les valeurs de log de 2 pour placer. Vous voyez, nous on a juste à placer ça a été gradué avec le logarithme, le logarithme de la fréquence. C'est-à-dire que, vous voyez, là où j'ai mis 1, en fait, c'est la graduation, elle s'est faite avec le logarithme de 1. Là où j'ai mis 2, elle s'est faite avec le log de 2. Ensuite, là où j'ai mis 3, c'est le log de 3, etc. jusqu'au log de 10. Voilà. Donc vous vous préoccupez de rien. Si on vous demande si vous avez commencé à graduer à 1 ici, si on vous demande de placer 70, vous allez le placer ici. Vous l'avez là, la fréquence 70. D'accord ? Au niveau de l'échelle des ordonnées, hein, au niveau de l'axe des ordonnées, c'est une échelle linéaire classique. Voilà, du coup vous n'avez pas apporté le log, c'est ça qui est pratique. On dit que ce papier-là, il est en échelle semi-logarithmique. Pourquoi semi-logarithmique ? Parce que l'axe des abscisses, il est fait avec des graduations logarithmiques, alors que l'axe des ordonnées, il est fait avec des graduations classiques, hein, comme sur du papier millimétré. Voilà, alors, bien sûr, je peux commencer à 1, faire un 10, 100, etc. J'aurais pu tout à fait commencer à 10. Je peux commencer à 10 ici. Si je commence à 10, ici j'ai 20, ici je vais avoir 100, je vais avoir 200, je vais avoir 1000, et à la fin j'aurai 10 000. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux commencer à 20? Si je commence à 20, j'aurai éventuellement 30 ici. Attendez, alors je vais peut-être l'écrire d'une autre couleur. Alors, est-ce que je peux faire 20 ici, 30, 40, puis 50, etc., décaler au lieu de commencer à 10? Est-ce que je peux faire ça? Alors là, pas du tout. Là, il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas commencer à autre chose qu'une puissance de 10, parce que ensuite, si je mets 20 ici, ça veut dire que j'ai gradué avec le log de 20, je mets le log de 30 là, et cette position-là, elle ne correspondait pas du coup au log de 40. Donc ça, on ne peut pas faire. Vous voyez, ça, c'est faux. Voilà, vous pouvez toujours commencer à une puissance de 10. Vous pouvez pas commencer à 20, 30 ou voilà au départ complètement à gauche. Voilà, donc on aurait pu tout à fait commencer aussi à 0,1. Je peux mettre 0,1, je peux mettre une puissance de 10 qui est négative, je peux mettre 0,1 ici, je peux mettre 1 là, je peux mettre du coup 10 ici, et puis je terminerai par 100. Ça fonctionne aussi. On peut commencer à 10 moins 1, 10 moins 2, ça va marcher. Par contre, non plus, on peut pas mettre le 0. Le 0, il serait rejeté à l'infini. Donc vous voyez, au début d'un bloc, vous avez, c'est toujours du 10 puissance P, avec un P qui est un entier relatif. Voilà, est-ce que ça va? Est-ce que c'est à peu près compris? Alors, je comprends pas trop.
1, non, 1 c'est pas log de 1, log de 1 c'est 0. Mais le 1 ça veut dire, vous voyez ce qu'on met sur l'échelle ici, je vais pas m'embêter, c'est gradué avec déjà le log de 1, le log de 2, etc. Donc moi je vais pas m'amuser à dire que c'est log de 1. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir que moi c'est la fréquence qui va m'intéresser. Et la fréquence elle vaut 1, ou 10, ou 100. Vous voyez, donc moi je vais mettre directement la valeur de la fréquence, mais par contre, pour porter la graduation, c'est le log de la fréquence que je viens placer. Pourquoi? Pour pouvoir mettre beaucoup de graduation. Vous voyez, si j'avais fait une échelle linéaire, si je mets 1 ici, je mets 10 là, ici j'ai 19. Là-bas j'ai 19 plus 9, donc j'ai 28. D'accord? Donc pour des questions pratiques, pour mettre le plus de valeurs possible, on gradue avec le logarithme. Vous voyez, la graduation, c'est ici, c'est log de 1, log de 2, log de 3. Mais moi, le log, il m'intéresse pas. C'est juste pour graduer, pour comprimer les valeurs. Ce que je porte ensuite sur l'échelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que pour les placer, on a placé le log de 1, le log de 2, etc. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Voilà. Ouais. Bon, il faut vous entraîner, hein, il faut le reprendre, revoir ça. Alors c'est intéressant de voir aussi, de reprendre du papier 4 décades, 5 décades. Vous voyez ici j'ai 3 blocs. Si j'ai un papier semi-log 4 décades, je vais avoir 4 blocs. Donc on pourra aller de 1 à 10 000. Et si j'ai un papier avec 5 décades, j'aurai 5 blocs. Et là je pourrais graduer de 1 à 100 000. Ou de 10 à 1 million par exemple. Voilà. Voilà, donc je vais revenir un petit peu au cours. Voilà, donc ça on a vu ce que c'était. Alors voilà, donc la décade, on a vu, c'est le passage de F2 à 10 fois F2. Plus rarement on utilise l'octave, hein, le passage de F2 à 2F1. Alors, là où ça se complique encore un petit peu, c'est qu'on ne trace pas le diagramme de Bode point à point, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plusieurs valeurs de f, on calcule le gain et la phase, on va plutôt tracer un diagramme asymptotique. Alors, un diagramme asymptotique pour le gain et puis la phase, puisque le diagramme de Bode, ça consiste à tracer le gain en haut de la feuille semi-logarithmique et puis la phase juste en dessous. Voilà, avec bien sûr la même échelle pour la fréquence ou pour la pulsation, puisqu'on travaille sur la même feuille de papier semi-logarithmique. Donc ce qu'on va essayer de faire au départ, si on peut, c'est par rapport au gain et à la phase, c'est essayer d'étudier les asymptotes du gain et de la phase lorsqu'on est sur des faibles valeurs de oméga et lorsqu'on est sur des valeurs de oméga plus élevées. Voilà, on va voir qu'on peut dégager souvent des asymptotes et on tracera d'abord le diagramme asymptotique avant de faire le tracé de la courbe. Alors on verra ensuite, en composant les diagrammes asymptotiques, on peut obtenir assez facilement une courbe sans avoir à y replacer beaucoup de points de la courbe réelle. On verra que dans beaucoup de cas, le diagramme asymptotique, il est très près de la courbe réelle. Et vous verrez qu'en automatique, ensuite, vous tracerez rapidement des diagrammes asymptotiques pour en déduire le degré de stabilité. Voilà, donc on revient à notre quadripôle. Alors je vais vous présenter un petit peu le truc. Je ne vais pas trop rentrer sur le diagramme asymptotique. Voilà, on arrêtera après. On posera des questions. Alors, je reviens sur le circuit RC, hein, sur le petit circuit RC. Donc c'est sur cette fonction de transfert qu'on va travailler. Alors donc j'ai le H, donc c'est du VS sur VE complexe. Alors donc on a vu que c'était ZC sur ZC plus ZR, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'exemple qu'on a traité. Donc le H c'est 1 sur 1 plus JRC oméga du coup. Et vous voyez le RC oméga c'est forcément sans unité, hein, puisque la fonction de transfert est sans unité, c'est le rapport de tension. Là j'ai 1, donc forcément ici j'ai quelque chose qui est sans unité. Et donc le RC oméga est sans unité. Comme oméga c'est des radians par seconde, donc 1 sur RC c'est forcément aussi homogène à une pulsation.
Voilà, donc j'ai le RC oméga, je peux l'écrire sous la forme oméga sur oméga C en posant oméga C égale 1 sur RC. Vous voyez, c'est plutôt cette forme-là qu'on va prendre pour, comme ça on n'a pas à traîner du R et C, hein, on traîne le rapport de pulsation, c'est plus pratique. Voilà, alors à partir de ça, on va calculer le gain de la fonction de transfert et puis son argument. Ben alors pour le gain, vous voyez, je fais le gain, c'est G égale 20 log du module. Alors le module c'est 1 sur racine de A plus B au carré, oméga sur oméga C au carré, hein, et puis le log de 1 sur X, vous savez que c'est moins 20 log de X. Donc on trouve G, ensuite, voilà, égale moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga C au carré. Voilà, pour l'argument, ensuite, phi, argument c'est argument phi de H, c'est argument de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà, on a calculé ça, et je vous rappelle que l'argument en maths, vous aviez vu que l'argument de 1 sur Z, hein, quand vous avez un complexe, l'inverse d'un complexe, donc l'argument de l'inverse, c'est moins l'argument de Z. Voilà, donc on se sert de ça, hein, donc phi égale moins argument de Z, et Z c'est le dénominateur, donc ça vous fait phi égale moins argument du dénominateur. Et l'argument du dénominateur, c'est arctan de la partie imaginaire sur la partie réelle, parce que la partie réelle est positive. Donc phi c'est moins arctan de oméga sur oméga C. Voilà, alors après, bon, très rapidement, je peux vous dire ce qu'on fait, je le reprendrai un petit peu vendredi, je vous laisse le regarder. Vous voyez, on va essayer de déterminer les grandes asymptotes voilà, sur le diagramme de Bode. Alors vous voyez, on se place dans le cas où oméga est très inférieur à oméga C. Si oméga est très inférieur à oméga C, on voit que le gain, on va pouvoir négliger, vous voyez, le oméga sur oméga C devant le 1. H tend vers 1, le gain il tend vers 0 du coup. Et si phi... Attendez, je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, pourquoi il y a un moins dans le G? Alors, souvent on me demande pourquoi il y a un moins dans le G. Ben, à cause du fait que le log de 1 sur X, c'est moins log de X. Vous voyez, je fais 20 log du module de H, donc j'ai 20, c'est ce que j'ai écrit là, hein, vous voyez, c'est ce que j'ai réécrit ici. Voilà, hein, donc 20 log de 1 sur racine, hein, ça fait moins 20 log de racine. Puissance du condensateur. Je vois pas pourquoi vous me dites puissance du condensateur NM, je comprends pas. C'est quoi oméga C? Oméga C c'est 1 sur RC. Oméga C vous l'avez là. Vous voyez, vous l'avez ici, le oméga C. Hein, c'est 1 sur RC. Je vous ai dit que le RC oméga c'est sans dimension, oméga c'est des radians par seconde, donc on peut bien dire que le RC il est homogène à l'inverse d'une pulsation. Voilà, donc le RC homogène à du 1 sur oméga C c'est 1 sur RC, pour que le RC oméga soit sans dimension. Tismat, vous m'avez demandé puissance du condensateur NM, je comprends pas. Non, alors la définition du gain et de la phase, ça vaut pour n'importe quelle fonction de transfert. Et là, j'ai pris l'exemple, un des exemples les plus simples que je peux trouver. C'est un simple circuit RC. Voilà, c'est pour voilà, débuter, vous faire un premier diagramme de Bode asymptotique. D'accord. Voilà, alors si on regarde un petit peu rapidement, ici, vous voyez, lorsque oméga est très petit, on voit que le H tend vers 1, hein, voilà, il suffit de remplacer oméga par 0, donc G c'est un log, ça tend vers 0, phi c'est arctan de 0, ça tend vers 0 aussi. Vous voyez que pour les faibles valeurs, on peut relever déjà deux asymptotes, une asymptote horizontale, G égale 0 dB, et ensuite également une asymptote horizontale pour la phase, à phi égale 0 radian. Voilà. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est faire le calcul, voilà, également pour oméga égale oméga C.
Là, j'ai simplement fait un calcul pour un point. Ce point-là, vous voyez, c'est lorsque oméga est égal à oméga c. J'ai simplement remplacé dans les formules, les relations que j'ai trouvées pour G et Phi, j'ai remplacé oméga par oméga c. Donc ça me fait ici du moins 20 log de racine de 1 plus 1 au carré, moins 20 log de 2. Alors 20 log de 2, ça fait environ moins 3 dB. Vous allez voir, ça va revenir souvent, ce moins 3 dB. Et phi, ben c'est moins arctane de oméga sur oméga c, donc oméga c sur oméga c, moins arctane de 1. Arctane de 1, vous savez que c'est pi sur 4. Hein, donc phi, c'est moins pi sur 4. Donc vous avez un premier point pour la courbe. Voilà. Et après, ce qu'on fait, alors là c'est plus compliqué. Voilà, je peux rapidement vous en parler. Vous le verrez un petit peu chez vous, vous le reverrez chez vous. Hein, on en reparlera vendredi. On peut voir ce qui se passe lorsque oméga est très supérieur à oméga c. Dans ce cas-là, le oméga sur oméga c est très grand et donc on peut simplifier, enlever le 1 devant le oméga sur oméga c. Voilà, et du coup le G, ça devient du moins 20 log, le racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré, le 1 simplifie, hein, ça vous fait du moins 20 log de oméga sur oméga c. Et moins 20 log de oméga sur oméga c, c'est moins 20 log de oméga plus 20 log de oméga c. Alors ici, vous voyez, ici, la variable, c'est plus oméga, mais c'est log d'oméga, puisqu'on trace sur papier semi-logarithmique. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, j'ai quelque chose de la forme y égale à x plus b, avec le a qui vaut moins 20, le b qui vaut 20 log de c, et la variable x, le x qui vaut log d'oméga. On trace en fonction de log d'oméga. Donc, vous voyez, le g se comporte un petit peu comme une droite, ici, lorsqu'on trace en fonction de log d'oméga, une droite de coefficient directeur moins 20, et qui va passer par 0 dB lorsque oméga est égal à oméga c. Donc il va passer par le point de coordonnées log de oméga c et puis 0 dB. Voilà. On dit que G présente une asymptote oblique ici de pente, une asymptote oblique de pente ici, hop, asymptote oblique de pente moins 20 dB par décade. Alors, pourquoi de pente moins 20 dB par décade? Puisque la pente c'est moins 20, mais attention, le moins 20, on a dit que le gain c'était des dB, donc moins 20 décibels. Et pourquoi moins 20 décibels par décade? Vous voyez que chaque fois que le log est incrémenté de 1, on passe d'un log au log plus 1, le gain il diminue de moins 20 dB. Et on passe, le log est incrémenté de 1, chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, puisque si la fréquence est multipliée par 10, on a du log d'oméga plus log de 10. Log de 10 c'est 1. Voilà, donc à chaque incrémentation, si vous voulez, de la variable de 1, le gain diminue de 20 dB. Une incrémentation du log d'oméga de 1, c'est une multiplication de la pulsation par 10. Donc on dit pente de moins 20 dB par décade. Phi, c'est arctane de oméga sur oméga c. Vous voyez que si oméga est très grand, phi va tendre vers moins arctane de quelque chose de grand, et moins arctane de quelque chose de grand, c'est moins pi sur 2. Donc la courbe de phase va présenter une asymptote horizontale à phi égale moins pi sur 2. D'accord? Vous voyez qu'on a dégagé un petit peu toutes les asymptotes. Et on peut, avec ça, on va tracer un diagramme asymptotique. Donc ça, je vous laisse, ça va faire beaucoup de choses. Je vous laisse le regarder un petit peu chez vous. Donc en rouge, vous avez le diagramme asymptotique. L'exemple que j'ai pris, vous voyez, je l'ai pris avec ici pour tracer la courbe. J'ai fait ça avec R égale 1000 et C égale 10 moins 6. Ça vous fait oméga C égale à 1 sur 10 moins 3, ça vous fait oméga c égale 1000, et puis j'ai tracé ensuite le diagramme asymptotique. Alors je vais pas trop en parler parce que là je vais vous embrouiller, je pense que là vous en avez plein la tête, et puis vous êtes devant l'ordinateur, et puis vous avez encore des cours cet après-midi, donc ça je vais vous laisser le regarder chez vous, essayer de un peu le décrypter par rapport à ce que je viens de faire pour vendredi, et je reprendrai tout ça vendredi. De toute manière, le tracé du diagramme asymptotique je vais reprendre vendredi parce que c'est un peu compliqué. Donc en rouge c'est le diagramme asymptotique, hein, avec donc l'asymptote horizontale d'abord, puis l'asymptote oblique. Voilà, pour la phase, vous voyez, asymptote à 0 et une asymptote à moins pi sur 2, c'est asymptote horizontale. Et par
par-dessus, j'ai fait figurer la courbe réelle avec quelques points, donc ça vous pouvez essayer de le faire chez vous. Et pareil pour la phase, vous voyez, j'ai fait figurer la courbe réelle en bleu. D'accord, donc on peut voir que le diagramme asymptotique du gain finalement est très près de la courbe réelle, et par contre le diagramme asymptotique de la phase voilà, s'éloigne un petit peu plus de la courbe réelle, mais ça donne un bon gabarit, le diagramme asymptotique, pour la courbe réelle de phase en bleu. Voilà, donc je vous laisse digérer un peu tout ça pour vendredi, voilà, et puis là je réponds à vos questions, hein, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été vues. Alors c'est vrai que ça c'est plus pratique de le voir en face à face, que vous l'ayez face au tableau. Moi je peux mieux écrire. C'est vrai que là c'est pas très adapté de le faire par comme ça avec du streaming de clavier. Mais bon, voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous comprenez un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste un quart d'heure, vous pouvez me poser des questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, le cours et l'intégralité du cours, vous l'avez sur Moodle. Hein. Et ensuite, j'ai créé un salon textuel que j'appelle cours et TD. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser sur le salon textuel. Hein. Voilà, ça ne pose pas de problème. Voilà. Il n'y a pas eu trop de coupures. Vous n'avez pas eu trop de coupures parce que j'ai pas toujours fait attention s'il y avait des coupures sur Discord ou pas. Voilà, ça s'est assez bien passé. Vous avez entendu ma voix tout au long de la séance. Mais globalement, ça, voilà, c'était compréhensible. Et du coup, une dernière question, vous préférez les cours sur Teams, parce que vous avez expérimenté les deux, ou sur Discord? Vous pouvez me répondre à cette question avant qu'on termine. Est-ce que c'est mieux sur Teams ou sur Discord? Je lancerai un petit sondage là sur Discord. Voilà, pour voir l'outil que vous avez préféré. Est-ce que c'est Teams ou est-ce que c'est Discord qui marche le mieux? Parce que Biblioton, a priori, ça marche pas bien. Alors, si je peux remonter, voilà, au niveau de oméga très supérieur à oméga C. Voilà, j'ai là, vous voyez, si oméga est très supérieur à oméga C, en fait, on peut négliger le 1 devant oméga sur oméga C. Hein, et vous voyez, on arrive à G à peu près égal à moins 20 log de oméga sur oméga C. Ensuite, vous voyez, le log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Voilà, et je m'aperçois finalement que j'ai l'équation d'une droite à peu près ici. C'est ça qui me fait dire que j'ai une asymptote oblique. Voilà, hein, donc c'est une asymptote oblique. Excusez-moi, hein, attendez, je reviens sur le PowerPoint. C'est pas sur ça que je voulais revenir. Hop, alors. Voilà. Ça m'ouvrir PowerPoint, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Non, je voulais faire un CTRL ALT E. Voilà, donc attendez, je sors de là. Et je coupe ça, j'ai enregistré la séance, je vais voir ce que ça donne, si je peux la mettre sur l'uploader sur YouTube, je vous mettrai le lien.